Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Beuys, je suis fondateur de la société Fridelity en Belgique et on propose au retail une solution sous le nom de Custocentrix. Et donc pour cette nouvelle Custo Question, je suis accompagné, comme à son habitude, de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour à chacun d'entre vous. Voilà, on a déjà parlé plusieurs fois des zones de chalandise, hein, des vidéos que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, sur les profils d'Eric et de moi-même, ou sur YouTube, sur notre chaîne Les Custo Questions. Donc il y a déjà 2 numéros spécialement dans une playlist géomarketing, mais on voulait encore aborder une 3e fois les zones de chalandise sur les usages. Donc on a vu la théorie, on a vu un peu la pratique sur l'usage d'un outil en particulier, mais maintenant, comment est-ce que techniquement, pratiquement, on peut utiliser les zones de chalandise? Et je vois qu'effectivement, tu nous as préparé 7 usages. Oui, on va parcourir ces 7 usages ensemble, si tu veux bien, Sébastien. Et le premier usage, vous allez le voir, consiste à responsabiliser chacun des gérants quant à la connaissance du marché local. C'est évidemment rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui vit sur place, qui fait son commerce sur place, pour décrire l'environnement spécifique de chacun des points de vente et ses caractéristiques, mais aussi être capable de décrire la concurrence qui se trouve à proximité, d'identifier quels sont les générateurs de trafic, c'est-à-dire les autres points de vente ou motifs de génération de trafic qui se trouvent à proximité. Donc imaginez que vous ayez une surface, grande surface énorme située le long du même axe routier que vous et qui va tirer extrêmement loin, ben vous allez bénéficier du trafic qu'il va générer. Si vous êtes dans un centre commercial, vous allez bénéficier du trafic que va générer le centre commercial. Et donc, vous n'êtes pas les seuls à définir l'attractivité du lieu où vous vous trouvez. Et donc, responsabiliser les gérants sur ces aspects-là et surtout les responsabiliser quant au potentiel de marché et la part de marché, on va voir que c'est extrêmement important, notamment quand il s'agira de pouvoir contribuer au pilotage des réseaux de distribution. C'était le premier usage de la zone de chalandise, Sébastien. 2e usage, donc, contribution à la création d'une typologie des lieux d'implantation. Donc, tu peux revenir sur l'explication d'une typologie? L'objectif, c'est de permettre une comparaison efficiente entre des points de vente entre eux. Et tous les points de vente ne sont pas comparables, ils ont chacun leurs caractéristiques locales, telles que j'ai pu vous l'expliquer dans la première partie. Et donc, il s'agit de trouver une méthode pour regrouper des points de vente en groupes ou clusters ou types homogènes, donc qui se ressemblent le plus de par l'ensemble des variables qu'on va prendre en considération pour pouvoir avoir des comparaisons pertinentes entre eux. Alors, ce que vous voyez illustré sur la droite de ce slide, c'est tout simplement une logique de clustering hiérarchique qui divise une population en, ici on peut imaginer que ce sont des points de vente, entre 4 groupes différents, les bleus, les jaunes, les gris et les rouges. Et donc, à partir du moment où on est arrivé à subdiviser la population en catégories homogènes, ben, comparer des bleus par rapport aux bleus, ça a du sens, beaucoup plus de sens que d'essayer de comparer un point de vente bleu avec un point de vente rouge. Par contre, comparer la catégorie des points de vente bleus par rapport à la catégorie des points de vente rouges, ça a du sens aussi. Et donc, c'est ça ce qu'on pratique en termes de typologie, c'est d'essayer d'assimiler chaque point de vente au type de point de vente ou au type de localisation qui le caractérise particulièrement. Oui, mais donc là, c'est effectivement les caractéristiques sur les points de vente, mais tu as aussi des caractéristiques sur les consommateurs. Exactement. Au même titre que des points de vente peuvent avoir des caractéristiques extrêmement différenciantes, ben, on se rend compte qu'en termes sociodémographiques, la population, elle a des caractéristiques très différentes. Et je voudrais simplement vous parler d'une typologie qui a été adaptée sur la Belgique par Cirrus Insight, qui s'appelle Mosaïque, et qui découpe la population suivant une même logique de clustering que celle que je vous ai présentée un petit peu avant sur l'univers des points de vente, qui ici découpe la population en 8 groupes et en 33 types au départ d'un set de variables sociodémographiques extrêmement important, issus de ce qu'on retrouve dans ce qu'on a appelé l'open data et donc toutes les datas qui sont mises à disposition, notamment par l'Institut national de statistique ou StatBel en Belgique, et sur lequel on a déjà fait l'objet qui a déjà fait l'objet d'une présentation ultérieure dans notre série géomarketing. Et donc, ce que vous voyez ici, retenez un peu les codes couleurs. Vous avez par exemple
classe privilégiée qui est représentée par un dégradé de mauve. Alors, si tu veux bien, Sébastien, on peut regarder la carte suivante. Vous allez voir à quel point c'est discriminant. Voilà une carte de Belgique où vous retrouvez tous les petits tronçons de rue, chaque petit point, coloré en fonction de son appartenance à une des typologies. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit par rapport à la classe mauve, ben vous voyez comme elle est représentée de manière atypique sur la cartographie, dans le Brabant wallon, à l'ouest de Gand, dans le nord d'Anvers, et à certaines localisations bien spécifiques. C'est en effet le principe de qui se ressemble s'assemble. Maintenant, si tu veux bien, Sébastien, regardons le slide suivant, parce que là, on va considérer 3 implantations, une à Ostende, une à Namur et une à Hasselt, et on va regarder, si tu cliques maintenant chaque fois, à chaque étape, sur la différence qu'il y a dans la typologie des populations qui font partie de cette zone de chalandise. Regardez comme à Ostende, la population de la catégorie des rouges est surreprésentée. Regardez comme à Namur, on voit apparaître une dimension rurale, ceux qui sont les verts, et regardez de l'autre côté, comme dans le dernier point de vente, à Hasselt, comme on a une très grande différence entre des populations du côté des rouges et de l'autre côté, du côté du haut pouvoir d'achat. Et donc vous vous rendez bien compte quand vous voyez ces typologies de points de vente appliquées à une géographie, qu'on peut avoir une grande différence entre chacun des points de vente. C'est ce que je voulais vous faire percevoir aussi au travers de ces illustrations-là, Sébastien. En voilà pour cet usage de description de la proximité ou des caractéristiques sociodémographiques de proximité de chacun des points de vente que les zones de chalandise permettent d'établir et de décrire. Je dirais presque, allez les rouges, mais on va pas. On nous écoute peut-être un petit peu à Liège, hein, qui sait. Donc, amis liégeois, bonjour. Usage numéro 3 ? Je vous ai montré la fois passée au travers des zones de chalandise qu'on tenait compte de l'attractivité de chacun des points de vente. Ici, quand on prend un réseau qui a plusieurs points de vente sur une même ville, en l'occurrence Bruxelles, on s'attend à avoir un effet cumulé de chacun des points de vente. On va regarder 2 effets, l'effet de cumul d'une présence de multiples points de vente, et puis l'effet de concurrence interne entre points de vente. Ici, sur la carte que vous voyez, c'est de nouveau des secteurs statistiques dont la surface a été colorée en fonction du taux de pénétration. On va du rouge pour très fort pénétré jusqu'au bleu où on est nettement point pénétré. Et vous voyez ici que Bruxelles, globalement, il est pénétré de manière moyenne à haute avec toute cette coloration rouge sur l'ensemble des secteurs statistiques. Et si tu passes à la carte suivante, on va voir une représentation du leadership d'un point de vente local. Donc vous voyez le petit point rouge qui symbolise sa localisation, et puis vous voyez des surfaces grises et des surfaces bleues. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est de nouveau une coloration des secteurs statistiques. Plus les secteurs statistiques sont colorés en bleu, plus c'est le point de vente identifié sur la carte qui exerce son leadership sur l'ensemble des autres points de vente. Donc sur la carte, vous voyez non seulement le point de vente rouge qui est celui qu'on analyse, mais autour des petites épingles bleues qui représentent les 4 autres points de vente. Dans le cas qu'on analyse ici, on a dit que c'était les principaux shopping centers qui ceinturent la ville de Bruxelles. Eh bien, dans la carte précédente, vous avez vu qu'au cumulé, chacun des points de vente permettait d'avoir une pénétration et une couverture géographique de Bruxelles qualitative. Et ici, vous voyez l'effet de concurrence interne entre les points de vente, où un point de vente, en l'occurrence le point de vente rouge, va chercher, va avoir un leadership beaucoup plus sur l'extérieur de la ville plutôt que vers l'intérieur de la ville, puisque, comme je vous l'ai montré dans une autre présentation, à l'intérieur de la ville, les points de vente, les consommateurs sont confrontés à des choix de destination. Ils vont aller plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt au-dessus. C'est ça que ça illustre et que ça permet de matérialiser. Donc, avec une zone de chalandise, on permet de savoir ou de calculer quel est le leadership d'un point de vente sur la géographie en question, d'identifier quels sont les autres concurrents internes, mais aussi de calculer l'effet cumulé de la présence d'un réseau de distribution en termes de pénétration du marché local. Voilà pour cette explication, Sébastien. Alors, et donc, mais tout ça ici, ça répond aux questions de pas mal de personnes dans la gestion du point de vente, mais il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, c'est Monsieur Localisation qui doit ouvrir un point de vente, parce que c'est un point important. J'ouvre un point de vente, quel est l'impact?
Exactement. Alors ça, c'est un besoin effectivement très très présent dans chacune des entreprises, dans ce qu'on appelle les directions du développement, qui sont chargées d'évaluer des opportunités immobilières que leur sont présentées soit par leurs prospecteurs immobiliers, soit par les spécialistes du métier, et à eux de décider est-ce que c'est une implantation qui est utile pour le déploiement de mon réseau, c'est-à-dire qui va m'aider à exploiter le marché local de proximité, à contribuer à l'augmentation de la performance de pénétration de mon marché, et le cas échéant d'estimer le fait qu'il risque de provoquer de la cannibalisation ou pas auprès des autres points de vente. Et donc, les données qui ont servi à construire les zones de chalandise, complétées avec le fait qu'elles appartiennent à une zone primaire, secondaire ou tertiaire, sont des données, des sources de données qui sont extrêmement utiles pour alimenter des modèles économétriques et des outils de simulation. Alors, chez Fredility, on ne fait pas de la simulation, mais par contre, il existe sur le marché des sociétés qui sont spécialisées dans la constitution de ce type d'outils-là, et ils sont évidemment très intéressés par le fait de pouvoir disposer d'informations qui sont issues de la méthode de construction des sources de données qui ont permis de construire les zones de chalandise et des zones de chalandise elles-mêmes. C'était le 4e usage, Sébastien. Oui, et je sens qu'il y a même un petit challenge que tu lances presque à l'équipe de développement. Mais on en reparlera certainement un jour, Eric, de notre custo question. Et donc, question suivante, enfin, point suivant sur les zones de chalandise. À partir du moment où tu les as définies, je suppose que tu peux en retirer de nouveaux KPI ou de nouvelles informations pour ton dashboard ou autre. Est-ce que tu as quelques exemples d'utilisation? Ben oui, bien sûr. Alors, dans toute entreprise qui a un réseau de distribution, on a évidemment investi dans des outils de business intelligence où on veut comparer des points de vente entre eux. Et donc, on a des indicateurs qui sortent des systèmes de gestion traditionnels, par exemple le panier moyen, par exemple la fréquentation, par exemple le chiffre d'affaires, la marge brute, etc. Mais si on veut compléter ça avec des informations de marché local, c'est bien utile. Et donc, la performance de pénétration, la part de marché par catégorie de dépenses. Je vous ai expliqué dans une autre présentation que grâce à des enquêtes de dépenses de ménage et aux données de revenus qu'on connaissait via l'Institut national de statistique ou StatBel, on était capable de calculer des probabilités de dépenses dans une catégorie de dépenses et donc de relater ça à des ventes réelles et de calculer des parts de marché. Quand on agrège ces données au niveau d'une zone primaire, d'une zone secondaire, on peut calculer la performance d'un point de vente de ce point de vue-là. Et puis, il y a toute une série d'autres indicateurs à partir du moment où on est rentré dans la modélisation, ce qu'on a évoqué dans l'usage précédent, c'est qu'on peut calculer des écarts entre un modélisé et un réalisé. Donc, imaginez maintenant que vous ayez estimé avec un spécialiste en économétrie un modèle qui permet de prédire le chiffre d'affaires d'une localisation. Imaginez que vous ayez fait tourner ce modèle sur les localisations existantes, ça va vous donner un chiffre d'affaires prévisionnel. Et vous allez pouvoir comparer, ou un chiffre d'affaires estimé, vous allez pouvoir comparer ce chiffre d'affaires estimé par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Et vous allez avoir des points de vente qui sont surperformants et des points de vente qui sont sous-performants. La mesure de ces écarts est évidemment un indicateur intéressant pour un développeur de réseau ou pour quelqu'un qui gère un réseau, notamment parce que c'est ça qui va permettre de savoir s'il est utile d'investir dans l'agrandissement d'un point de vente, dans la constitution d'un nouveau parking, dans réaffecter un point de vente à un nouveau type, un nouveau concept à l'intérieur de l'enseigne, s'il y a plusieurs concepts, etc., etc. Ce sont des choix de pilotage de points de vente ou de réseaux de distribution qui sont extrêmement importants et les informations tirées des zones de chalandise sont bien utiles pour ce faire. Voilà pour le 5e usage, Sébastien. Et le 5, plus que 2. Le 6, le 6, c'est l'aide à la définition des zones contractuelles. Alors, les contractuelles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu voulais dire ici ? Oui, beaucoup de réseaux font appel à des franchisés ou des gérants indépendants. Et donc, les personnes qui contractent avec un réseau de franchise ont comme souci d'éviter le fait que demain, un point de vente de la même enseigne vienne s'établir juste à proximité de chez eux et donc créer une forme de concurrence interne. Et donc, dans les contrats qui sont faits dans cette nature-là, généralement, on définit soit des critères de proximité par rapport au point de vente entourant, donc on dit on interdit d'avoir un point de vente à moins de X kilomètres,
soit on définit des zones géographiques dans lesquelles le point de vente a une forme d'exclusivité. Un peu comme c'est le cas dans le secteur automobile avec ce qu'on a traditionnellement appelé les zones de concession. C'est-à-dire, c'est la zone définie en commun, de commun accord, dans laquelle on va pouvoir responsabiliser le point de vente, notamment pour pratiquer du recrutement par marketing direct, pour faire de la distribution toute boîte, etc., etc. C'est la zone sur laquelle il a une forme d'exclusivité contractuelle définie. Et donc, bien définir cette zone contractuelle, c'est important. Ça ne sert à rien de définir une zone trop large, et c'est pas rassurant pour un responsable de point de vente d'avoir une zone trop étroite autour de son point de vente. C'était le 6e usage. Et reste le 7e usage, Sébastien, qui est lié à ce qu'on vient d'évoquer, la distribution toute boîte. C'est que quand on a défini des zones de chalandise, on peut utiliser cette information, et on l'a vu dans une autre présentation, pour optimiser la distribution de toute boîte. Alors, il y a des gens qui veulent pratiquer, des réseaux qui pratiquent la distribution de toute boîte de manière intensive, notamment avec des objectifs de recrutement et de communication régulière avec leur marché de proximité. Et donc, on va définir quelles sont les zones dans lesquelles on distribue. Mais au-delà de ça, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on répartit les coûts entre les différents points de vente ou les comptes de résultats de chacun des points de vente. Eh bien, en ayant défini des zones de chalandise, on connaît ou grâce aux informations qui sous-tendent les zones de chalandise, on connaît l'attractivité de chaque point de vente sur une zone donnée, et donc on a des informations extrêmement factuelles qui permettent, plutôt que de travailler un peu dans le sens du vent, pour répartir les coûts de manière un peu plus mathématique et démontrable entre les points de vente. Et donc, dernier usage, ça permet de pratiquer des tests, c'est-à-dire de comparer des résultats où on a retiré d'une distribution toute boîte certaines zones de chalandise et on l'a conservé dans d'autres pour essayer de mesurer l'effet de la distribution toute boîte sur la génération de trafic et sur la communication et la notoriété locale. Voilà un petit peu les différents usages de ces zones de chalandise, Sébastien. On a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais je pense que ça en valait la peine. Oui, alors ici, ça ne fait que 7 usages qui sont encore déclinés en sous-usages parce qu'il y a énormément de sous-points. Ce ne sont qu'une une série de ce qui est possible avec les zones de chalandise. C'est une boîte à outils qui permet plein d'autres choses. Il y en a certainement d'autres. N'hésitez pas à nous challenger ou à envoyer vos questions, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn ou par email. Et on se fera un plaisir d'y répondre comme à l'habitude. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de nos Custo Questions.